Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Il est engagé sur le chemin de la renaissance culturelle. Longtemps reléguée au second plan, la culture guinéenne amorce aujourd'hui un véritable retour en grâce, porté par des réformes audacieuses qui ont commencé à transformer en profondeur la vie des acteurs culturels. Ces changements, bien plus qu'un appui institutionnel, ont permis de restaurer la dignité et de redonner espoir à tout un secteur. Mesdames, Messieurs, pour ce nouveau numéro de votre émission Heure du bilan, nous recevons Monsieur le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Moussa Moïse Silla. Avec lui, il sera essentiellement question des récentes mutations d'un secteur qui, sous la Première République, faisait la fierté de la Guinée et portait le rayonnement bien au-delà de nos frontières. Monsieur le ministre, merci de répondre à notre invitation. Tout l'honneur est pour moi. Bonjour. Pour co-animer cette émission, je suis en compagnie de Yaya Diallo. Yaya Diallo est journaliste au groupe Kavi Media. Yaya, bienvenue. Bonsoir Terroir. Merci. Nous ouvrons donc cette émission avec la première rubrique qui est Action et Impact. Monsieur le ministre, quel bilan peut-on dresser à ce jour de l'action menée au sein de votre département au titre de l'année 2025? Merci beaucoup pour cette initiative et pour cette question. Il faut noter que l'année 2025 a été une année charnière pour le ministère de la Culture et de l'Artisanat, portée par une ambition claire qui est celle du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, protecteur des arts et des lettres, qui a décidé donc de faire de la culture et de l'artisanat des leviers stratégiques de développement de la Guinée, mais aussi d'inclusion économique, mais aussi surtout de raffermissement des liens, donc d'unité nationale. Et ces réformes ont permis au niveau du ministère de la Culture de mettre l'accent sur la modernisation et la construction des infrastructures à la fois culturelles et artisanales, mais également l'amélioration sur le plan numérique de nos différentes procédures administratives fonctionnelles qui ont été pour la plupart digitalisées, surtout en ce qui concerne les droits d'auteur. Mais ces réformes ont porté également sur la promotion des industries culturelles et créatives. Tout cela permet donc au ministère de la Culture et de l'Artisanat de poser les véritables jalons d'un secteur désormais dynamique, innovant et compétitif. L'ambition dont je viens de parler a été matérialisée, accompagnée grâce à une enveloppe financière qui a été mise à la disposition du ministère de la Culture et de l'Artisanat, une enveloppe globale de 284,47 milliards de francs guinéens. 85%, pour être plus précis, 85,63% de cette enveloppe financière donc ont été exécutés. Ceci illustre quand même une certaine performance du ministère de la Culture et de l'Artisanat quand on sait les difficultés que l'on rencontre au niveau de la chaîne de décaissement. Alors, cette enveloppe se décompose comme suit. Vous avez au niveau des dépenses du personnel, puisqu'il s'agit principalement des salaires, donc les crédits alloués au niveau de ce registre ont été décaissés à 100%, les salaires donc sont payés. Vous avez également les dépenses de biens et services qui s'élèvent un peu plus de 39 milliards, qui ont été exécutés à 95% sur un taux de décaissement de 8,73%. Vous avez les dépenses de transfert aux organismes publics administratifs du ministère. Les crédits alloués s'élèvent à 84 milliards 156 millions 554 959 francs guinéens, exécutés à 77% sur un taux de décaissement de 58,94% par rapport donc au montant engagé. Au niveau des investissements, les crédits alloués s'élèvent à 108 milliards 438 millions 64 616 francs guinéens, exécutés à hauteur de 85,77% sur un taux de décaissement de 24,87% par rapport au montant qui a été engagé. Donc ce rapport nous a permis donc de faire un bilan qui tourne autour de 5 axes majeurs, à savoir les réformes qui ont été engagées dans le cadre juridique institutionnel, les réformes qui ont porté sur la protection et la valorisation du patrimoine, les réformes qui ont consisté donc à mener des actions dans la construction et la modernisation des infrastructures culturelles et artisanales, et puis également les efforts qui ont été menés dans la coopération et les partenariats que nous avons noués avec certains partenaires.
Voilà donc pour le tableau qui a été donc dressé. Mais au niveau du premier axe, à savoir les réformes au niveau du cadre juridique institutionnel. Le ministère a consolidé véritablement ses fondations stratégiques dans ce domaine-là en faisant du levier législatif un élément phare de la modernisation du secteur de la culture et de l'artisanat. Ce n'est pas passé inaperçu. Nous avons, au niveau des réformes législatives majeures, l'adoption historique par le Conseil national de la transition de 4 lois majeures qui désormais encadreront, façonneront et professionnaliseront le secteur de la culture. Il s'agit notamment de la loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Cette loi vient réparer une injustice historique des professionnels de la culture. Cette loi permet désormais à la Guinée de respecter ses engagements, les engagements pris vis-à-vis, par exemple, de certains partenaires internationaux comme l'UNESCO, qui recommande dans sa recommandation de 1980 aux États membres de faire des efforts dans l'amélioration des conditions de l'artiste. Ils appellent notamment les États membres à garantir la liberté d'expression artistique, à offrir aux artistes des conditions matérielles dignes, meilleures, mais aussi à assurer leur protection sociale. Et l'UNESCO a demandé aux États de reconnaître le rôle fondamental des artistes dans l'évolution de nos différentes sociétés. Et donc, la loi en question portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture établit désormais une nomenclature claire des métiers artistiques et culturels. Qui est véritablement artiste et quelles sont les différences qui existent entre les différents segments de ce secteur qui est aussi complexe que diversifié. Et donc, il inclut les artistes interprètes, il inclut les auteurs, les techniciens de spectacle, les artisans d'art, les chorégraphes, les scénographes, et j'en passe. Vous avez la deuxième loi, qui elle porte sur l'organisation des métiers du cinéma. Vous savez, la Guinée a été un pays pionnier dans le secteur cinématographique sous le premier régime. Nous avons le premier film de l'Afrique subsaharienne qui a été produit par un Guinéen. Le titre, c'est Moramani. Je pense que la reprise à la recherche des traces de ce film par notre frère cinéaste Thierno Suleiman Diallo a ouvert les yeux de l'État, mais aussi du côté de nos partenaires sur l'importance de valoriser le secteur cinématographique. Ce film, bien que ce soit un film produit en 1953 tout de même, avant l'indépendance, nous n'en avons aucune trace. Okay. Et donc, aujourd'hui, tout ce qui avait été fait comme effort avec les laboratoires cinématographiques qui existaient, avec tous les moyens que l'État mettait dedans, tout a disparu. La Guinée aurait dû être aujourd'hui vraiment un pôle d'attraction cinématographique à l'échelle continentale. Mais il n'en est absolument rien parce que les lois après n'ont pas suivi. Il n'y a pas eu une sorte de prise en main de cette flamme qui a été donc allumée par le premier régime dans le secteur. Et Dieu seul sait que chaque année, nous avons de jeunes cinéastes qui sortent de nos écoles, qui sont formés aux frais de l'État, mais qui ne trouvent pas de débouchés sur le terrain, qui trouvent rarement des moyens pour financer leurs œuvres. Et les œuvres cinématographiques, les films, la production, c'est coûteux. Il faut donc un vrai mécanisme d'accompagnement et c'est ce que cette loi donc vient faire avec notamment des actions phares portant sur la création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique, la création d'un registre public des œuvres cinématographiques. Vous avez aussi la reconnaissance officielle des métiers du cinéma avec des critères clairs pour l'exercice de la profession, la formation et l'accès aux droits sociaux des cinéastes. Cette loi prévoit la mise en place d'une billetterie nationale numérique qui permettra de réguler les recettes, de lutter contre la fraude et d'assurer donc une fiscalité transparente au niveau du secteur cinématographique. Il y a aussi le renforcement et la protection de nos valeurs culturelles nationales, le cinéma étant le miroir de la société. Cette loi encadre ce qui doit être produit, histoire de préserver nos traditions, nos coutumes, éviter la dépravation des mœurs ou l'invasion des cultures d'ailleurs qui pourraient donc nous aliéner ou créer une sorte d'érosion culturelle dans notre pays. Voilà donc pour la loi portant sur le cinéma. Vous avez la troisième loi qui porte sur la protection et la valorisation de nos instruments traditionnels et de musique et de danse. Cette loi est historique parce que nous avons des rythmes musicaux propres à la Guinée qui nous définissent en tant que communauté guinéenne. Vous avez les danses traditionnelles, il y a 126 rythmes, 200 danses qui ont été répertoriées, une trentaine d'instruments de percussion répertoriés également, dont certains sont sacrés et transmis de génération en génération. De nos jours, plusieurs d'entre ces instruments, par exemple
de percussion sont en voie de disparition. Certains même ont disparu. Oui. Certains existent, mais vous n'avez pas les joueurs qui peuvent les utiliser. Il n'y a pas eu un cadre formel qui a permis donc à ces doyens-là de transmettre ce savoir-faire. Parce qu'il ne s'agit pas que d'un objet, il s'agit d'un savoir-faire ancestral qui a rythmé des cérémonies funéraires, qui a rythmé des baptêmes, qui a rythmé des moments de joie au village. Et donc, ce sont des instruments qui sont porteurs de notre identité. Lorsque nous les laissons disparaître, nous perdons un pas de notre identité, un pas de notre histoire. Et donc, raison pour laquelle cette loi vient encadrer cela pour qu'on puisse les promouvoir, les protéger, les valoriser. Vous avez quelques-uns comme le ngoni, le séré, et il y en a bien d'autres qui sont utilisés, qui étaient utilisés avant et aujourd'hui qui sont en voie de disparition. Parce que c'est notre mémoire collective et cette loi vient donc pour que nous puissions les protéger. Vous avez la 4e loi qui porte sur l'organisation des spectacles vivants dans notre pays. Cette loi vise donc à moderniser, sécuriser et valoriser le spectacle en République de Guinée avec des ambitions claires comme la délivrance d'une licence professionnelle unique lorsque vous voulez organiser un spectacle, des autorisations obligatoires pour les espaces de spectacle afin de les homologués. C'est pas partout qu'on peut tenir un spectacle, un concert. Il y va de la sécurité des festivaliers, de la sécurité des personnes qui viennent, mais aussi de la protection de tous les engins qui rentrent en jeu. Cette loi impose également un contrôle numérique et physique au niveau de la billetterie. Il y a un encadrement juridique autour des festivals désormais. Vous avez aussi des sanctions dissuasives qui sont prévues dans cette loi contre les pratiques illégales en ce qui concerne donc les concerts, parce que nous souhaitons protéger la vie de tous ceux qui décident donc de venir voir donc les festivals dans notre pays. Les innovations au niveau, ça c'était au niveau des 4 lois. Il y a eu également des innovations majeures que nous avons apportées avec la création d'une direction en charge de la promotion et de la valorisation des industries culturelles et créatives dans notre pays. C'est un vaste carrefour qui englobe plusieurs sous-secteurs de la culture et qui ne concerne pas que le ministère de la Culture et de l'Artisanat, qui est à cheval entre le ministère de l'Enseignement technique, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale. C'est un secteur qui touche un peu à tout, puisque c'est un carrefour véritable qui porte sur tout ce qui est produit, diffusé, commercialisé en termes de biens culturels et qui est fondé donc sur la créativité, le patrimoine et le talent. Vous avez la musique, le cinéma, l'audiovisuel, les arts, le design, les jeux vidéo font également partie et les ICC, c'est beaucoup d'argent que cela génère dans le monde, dans les pays où, sur le plan juridique, sur le plan législatif, il y a un encadrement véritable. Nous avons commencé cela. Vous avez vu déjà que une compétition est organisée au niveau des jeux vidéo dans notre pays, avec notamment la mise en place d'une filière au niveau sportif qui encadre ce domaine. Mais vous avez aussi le fait que les jeunes dans le domaine des ICC osent de plus en plus, et vous avez plusieurs organisations qui se font plusieurs spectacles donc qui s'organisent, qu'il s'agisse des bandes dessinées, qu'il s'agisse des peintres. Donc il y a véritablement un regain d'attention pour ces secteurs-là parce que c'est porteur d'argent. En Afrique, par exemple, les ICC contribuent en moyenne entre 2 et 3% du PIB avec un fort potentiel de croissance. Parce que ce secteur-là touche beaucoup plus à la jeunesse et Dieu seul sait que c'est le poumon, c'est le cœur battant donc du continent et également de la République de Guinée. En mettant un accent sur la création des ICC, nous voulons donc agréger un peu tous ces efforts et faire de telle sorte que ce secteur puisse apporter à l'économie nationale ce qu'il apporte donc ailleurs dans le monde, en Afrique. Monsieur le ministre, nous savons que vous avez beaucoup de choses à présenter sur ce secteur. On reviendra en détail dans le débat sur ceux qui n'ont pas été évoqués. Nous entamons donc la deuxième phase de cette émission qui est le débat. J'ai mon confrère avec moi, Yaya, pour la première question. Justement, Monsieur le ministre, malgré les efforts fournis, notamment par le Bureau guinéen des droits d'auteur, la piraterie et la contrefaçon persistent. Alors à date, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour réprimer cela, notamment sur le plan juridique, afin de permettre les vrais acteurs de bénéficier de leurs œuvres? Il y a au niveau du Bureau guinéen des droits d'auteur un travail extraordinaire qui a été fait. Vous avez à ce niveau l'état des lieux qui a été d'abord fait a permis de déceler beaucoup d'anomalies.
L'anomalie au niveau du registre, du répertoire des artistes, des ayants droit, des auteurs, qui était un registre, je dirais, datant de Mathusalem, avec des noms qui étaient répétitifs, ainsi de suite, et ce qui fait que quand des droits tombaient, la répartition se faisait à la tête du client. Et donc, il y avait beaucoup de contestations et il n'y a aucun critère réel qui expliquait pourquoi tel auteur percevait tel montant et tel autre montant. Donc, il fallait d'abord faire ce diagnostic. Et donc, cela a été fait et corrigé grâce à la réforme de digitalisation, de numérisation de toutes les procédures au niveau du Bureau guinéen de droit d'auteur. Il y a eu aussi la valorisation des droits, parce qu'il n'y a pas qu'un seul droit ni deux droits. On a 11 principaux. Vous avez le passage de 2 droits donc à 11, et cela a permis aussi de faire de telle sorte que le fichier soit épuré. Vous avez des auteurs qui ne répondent pas à l'appel parce qu'ils n'existent pas en fait, sont des fictifs. Donc ça a amélioré substantiellement ce que percevait tel artiste ou tel autre. Et donc à côté du Bureau guinéen de droit d'auteur, exactement. Donc à côté du Bureau guinéen de droit d'auteur, il y a une force légale qui a été créée, donc la police anti-piraterie, qui accompagne donc le Bureau guinéen de droit d'auteur pour agir sur le terrain. Mais l'action répréhensive contre les œuvres piratées ne se fait plus de façon physique. Ce n'est plus au marché Madina où à l'époque on courait pour prendre des tonnes de CD et tout. Le numérique a fait que cette donne a changé et a évolué. Ça se passe maintenant, la piraterie, sur le numérique même, sur le web, sur la toile. Et donc, à ce niveau, le BGDA n'est pas en reste. Des formations ont été engagées, des partenariats ont été noués avec la SACEM notamment et beaucoup de grands bureaux de gestion des droits communs dans le monde pour renforcer les capacités opérationnelles du BGDA et faire de telle sorte que sur la toile, il soit capable, le bureau guinéen, de traquer tout ce qui est piraterie. Et nous évoluons de plus en plus à ce niveau-là et ça donne déjà des résultats puisque vous avez par exemple des œuvres qui ne bénéficiaient pas, qui ne profitaient pas à l'État guinéen, aujourd'hui qui commencent donc à générer des fonds pour l'État guinéen. Je vous donne juste un exemple. Vous avez certainement entendu parler de l'orchestre Bala et ses baladins, qui ont chanté le célèbre morceau Paulette. Paulette, beaucoup quand ils écoutent, ils ont l'impression qu'il s'agit d'un groupe congolais, ainsi de suite. Tellement que ce morceau il a été bien composé, il a même été repris par un rappeur célèbre américain du nom de J. Cole, qui a repris l'instrumental de Paulette et dont la vidéo, le clip, tout ça a généré des millions de vues et puis apporté beaucoup d'argent à ce rappeur-là. Mais la Guinée n'a pas bénéficié d'un seul centime des retombées de cette exploitation. Pourtant, cette œuvre fait partie du grand registre qu'on appelle le Siléphone, qui porte aussi les œuvres qui ont été produites, accompagnées par l'État guinéen. Donc, ce répertoire-là est géré par, je dirais, par des compatriotes. Et donc, le mécanisme légal, réglementaire, qui devait permettre que quand ils exploitent cette œuvre, qui est un énorme répertoire, avec des œuvres assez célèbres, légendaires, je dirais, même mythiques, la réglementation voudrait que quand c'est exploité, qu'un pourcentage soit reversé donc au BGDA, qui doit pouvoir faire de telle sorte que les auteurs soient intéressés ou leurs héritiers, et cela devrait aussi profiter à l'État en termes de contribution. Et donc, cela n'avait jamais été fait, ou cela passait par, je dirais, ça prenait une autre porte, il y avait une véritable déperdition là. Et à date, nous avons non seulement mis la main sur le répertoire du Siléphone, nous avons fait l'état des lieux de ce que cette gestion coûte et donc de ce que la Guinée doit recevoir. Nous sommes déjà à peu près à un peu plus de 108 000 euros que la Guinée doit recevoir, avec un autre montant un peu plus important qui doit arriver. Et donc, le BGDA a aussi saisi ses avocats, donc ses conseils, du côté des États-Unis, pour que Bala et ses baladins, les sociétaires, les membres de ce groupe n'existent plus, ne vivent plus. Ils sont tous décédés. Ils ont des héritiers. Voilà, ils ont des héritiers. Ils sont décédés dans des difficultés. J'imagine, parce que nous avons mené des recherches, pour me trouver un seul vivant, il n'y en a pas. Paulette peut-être, parce que Paulette c'est une personne qui a été donc flattée dans cette chanson. Elle, peut-être qu'elle est vivante. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pour vous dire combien de fois c'est immoral d'utiliser une œuvre
de l'esprit, c'est une œuvre, c'est une création, de l'utiliser, de l'exploiter, ça génère des fonds et que vous puissiez en bénéficier tout seul. Derrière l'œuvre que vous avez utilisée, il y a plusieurs personnes. Derrière elle, il y a plusieurs familles. Vous avez, au-delà du producteur, vous avez les musiciens. Hein? Qu'est-ce que le guitariste en bénéficie? Qu'est-ce que celui qui a la batterie en bénéficie? Le flûtiste, ainsi de suite. Donc, c'est toute une famille d'orchestres qui n'a pas bénéficié de cela. Monsieur le ministre, on va rester au BGDA, le Bureau guinéen des droits d'auteur. Par rapport à la diversification de ces sources de recettes, il y a une convention qui a été récemment signée entre le BGDA et la douane nationale. Parlez-nous de cette convention. Qu'est-ce que ça va rapporter au BGDA, mais surtout aux acteurs du secteur culturel guinéen? Il ne s'agit pas d'une nouvelle convention. La convention existait déjà. Ce qui a été signé, c'est la reprise des visas portant sur l'importation des matériels audiovisuels. Parce que la loi sur la copie privée impose le paiement d'un certain nombre de taxes sur tout appareil susceptible d'enregistrer, de graver, de reproduire une œuvre. C'est cette manne financière que cette disposition légale génère, qui permet au ministère de la Culture et de l'Artisanat, grâce à l'accompagnement à la vision du président de la République, de mettre en place une police d'assurance pour nos auteurs, pour nos artistes, pour les professionnels de la culture. Donc, la convention va changer quoi? La réglementation, la loi dispose que avant l'importation de l'œuvre, avant que cela ne puisse être mis à la disposition de l'importateur, il faut payer un visa lié à l'importation qui coûte 200 000 francs guinéens. Et donc, la loi dispose que ce montant est payé au Bureau guinéen des droits d'auteur. C'était quelque chose qui était en cours avant, mais la traçabilité n'existait pas. C'est quand même de montant relativement important, mais dont on n'avait aucune trace. Donc, nous avons stoppé le processus lorsque nous sommes venus, nous avons bénéficié de la confiance du président de la République pour voir un peu plus clair. Et lorsque le diagnostic a été posé et que les solutions de correction ont été apportées, nous avons décidé donc de reprendre donc cette convention avec la douane nationale. Donc, c'est cette signature que vous avez vue. Désormais, tout est digitalisé. Vous payez les 200 000 francs en lien avec le visa d'importation. La douane rentre en jeu et fait toutes les opérations de prélèvement en fonction des matériels que vous avez importés. Et puis, la part qui revient dans le compte aux copies privées, qui bénéficie donc aux auteurs et donc également effectuée. Donc, tout est digitalisé désormais. Bien, Monsieur le ministre, le paysage culturel guinéen se caractérise par sa diversité. Mais le défi d'harmoniser cette richesse pour en faire une expression culturelle à l'échelle mondiale existe. À date, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour justement changer cet handicap? En dépit des efforts fournis, bien entendu. Nous avons pu mettre en place un mécanisme d'accompagnement des artistes dans le cadre de ce qu'on appelle la mobilité artistique. Vous avez des artistes qui ont eu le courage d'oser des salles de spectacle. D'affronter les grandes salles. D'affronter les grandes salles. Donc, de laisser les salles communautaires qui ont été quasiment tous accompagnés par le ministère de la Culture via le bureau, via le Fonds de développement des arts et de la culture. Je ne peux pas tous les citer. Mais toutes les grandes dates que vous avez vues, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Sénégal, du côté de la France, toutes ces grandes dates dans les grandes salles de spectacle ont bénéficié donc de l'accompagnement du ministère. Mais cela ne se limite pas qu'à un accompagnement financier. Nous avons aussi fait de telle sorte que cela puisse profiter à la visibilité de notre pays. Parce que derrière l'artiste qui va prester, il apporte avec lui l'image et la notoriété de tout un pays. Raison pour laquelle, pour le dernier concert de l'artiste Azaya, du côté de Arena, nous avons voulu que ce soit un succès. Pas pour l'artiste, pas que pour l'artiste, mais que cela puisse être une sorte de route qu'il ouvre pour ses confrères artistes, afin qu'eux également puissent avoir l'ambition d'oser les grandes salles de spectacle, parce que la Guinée a été un pôle d'attraction culturelle sous le premier régime, et à l'international, nous sommes peu à peu en train de reprendre cette place qui nous revient de droit. Raison pour laquelle nous avons été presque partout. Au FEMUA en Côte d'Ivoire, nous avons été au Massa avant cela, nous avons été au FESPACO, nous avons été au Qatar avec les ballets africains de Guinée qui ont été ressuscités grâce à l'accompagnement du président de la République. Les ballets africains, c'est le plus célèbre groupe qui existe sur le continent, mais qui est laissé dans un état d'immobilisme depuis plusieurs années. Il fallait donc faire un appel à projet, il fallait faire un recrutement, reprendre complètement
l'équipe et mettre l'accompagnement qu'il faut. Et récemment, il y a quelques jours, ils étaient du côté de Doha, au Qatar, pour un spectacle époustouflant. Et d'ailleurs, ils reviennent avec 3 prix. Okay. Il n'y a pas que les ballets africains. Il y a également les ballets Djoliba que nous avons accompagnés, encadrés, qui sont allés du côté du Maroc, qui ont participé au spectacle Visa for Music et qui sont attendus dans les spectacles en prélude donc à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du côté du Maroc. Okay. Monsieur le ministre, il y a certains qui disent aujourd'hui que vous avez redonné aux artistes guinéens leur dignité à travers la couverture sanitaire des artistes. Dites-nous, quel est le taux de couverture aujourd'hui de nos artistes et est-ce que vous avez déjà évalué les premiers résultats de la prise en charge de ces artistes? Le premier résultat, c'est le fait que les artistes ont bénéficié quand même d'une certaine considération de la part de l'État. Je ne vais pas tous les citer, mais vous avez des artistes qui ont tout donné sur le plan culturel et artistique à la Guinée, mais qui sont morts dans l'anonymat, qui sont morts dans, je dirais, dans le désintéressement total de la part de l'État. Je prends juste l'exemple de Fodé Conté. C'est une grande voix. C'est quelqu'un qui a su, par sa maîtrise par sa maîtrise artistique et culturelle, qui a pu vraiment donner un autre sens donc à la musique guinéenne. Fodé Conté est parti dans des conditions misérables. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres encore artistes. Donc cette police d'assurance, qui est une volonté du président de la République, du président Mamadi Doumbouya, n'est qu'une forme de justice réparatrice du tort que l'État a eu à commettre vis-à-vis donc de ces artistes. Oui, il y a quel mécanisme justement de financement de cette couverture sanitaire et quel est le risque? Est-ce que après le ministre Moussa Moïse, la source d'approvisionnement va s'arrêter ou bien il y a un mécanisme fiable et viable aujourd'hui? Le mécanisme, il est fiable. Il est adossé à une loi. Donc, qui est l'expression donc du peuple. Et donc, la loi sur la copie privée impose donc le prélèvement d'un certain nombre de taxes sur tout matériel susceptible donc de reproduire, de graver, de présentement. Et donc, à partir de ça, les fonds générés sont mis dans un compte qu'on appelle le compte copie privée. Et à partir de là, la répartition est faite entre les œuvres littéraires et également les œuvres musicales. Donc, un pourcentage est prélevé au niveau de cette manne financière pour alimenter la police d'assurance. Nous avons un contrat en cours qui a été renouvelé récemment avec l'assurance NCA et donc qui permet aujourd'hui, et c'est évolutif, d'assurer plus de 1100 artistes. Pourquoi c'est évolutif? Parce que la police d'assurance permet de sauvegarder la dignité de l'artiste, mais ce n'est pas du tout une sorte de potion magique contre la mort. Non. Malheureusement, il y a toujours des décès. Et il y a aussi donc le fait que quand c'est fait, il y a un remplacement au fur et à mesure. Et puisque la numérisation du répertoire au niveau du BGDA des auteurs est en cours, vous avez donc une mise à jour graduelle au fur et à mesure. On a commencé par ceux qui étaient les plus nécessiteux, les doyens qui étaient malades, qui ont tout donné à la culture, les jeunes, la jeune génération également, qui avait donc qui en avait besoin. Donc au fur et à mesure, et là donc c'est graduel. Le nombre 1100 est dépassé. On va bien au-delà de tout cela, avec tout ce que cela apporte comme événement. Vous ne payez absolument pas vos examens médicaux, vous ne payez pas vos produits pharmaceutiques. Si il est établi par votre médecin traitant et le médecin traitant, le médecin conseil de NCA, que votre sort nécessite une évacuation sanitaire, vous êtes également évacué sur le continent africain. C'est une prise en charge à 100%. Intégrale pour les 2 premières années. La précision est importante parce que nulle part dans le monde, vous ne verrez une telle police d'assurance. Certains sont allés à s'imaginer qu'il s'agit d'une prise en charge, non pas à vie, mais qu'il s'agit d'une mesure populiste, puisque nous voulons coûte que coûte avoir le cœur des Guinéens, mais absolument pas. Le président a voulu réparer un tort qui a été fait donc aux artistes. Mais l'année qui viendra, nous allons faire comme d'autres pays dans le monde, nous allons faire de telle sorte que l'artiste lui-même puisse être soucieux de sa propre santé et que 1 centime soit-il, qu'il puisse contribuer également à l'alimentation donc de cette. Monsieur le ministre, nous avons des artistes très talentueux, mais confrontés à une influence occidentale qui frise l'aliénation culturelle. Face à cette réalité, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites pour endiguer ces phénomènes et inciter à l'authenticité?
L'authenticité passe d'abord par la connaissance de ce que nous avons comme culture. Pour résister à ce qui vient d'ailleurs, il faut avoir les pieds bien enracinés dans sa propre culture. Et cela passe par la formation, par l'éducation, par la sensibilisation. Nous avons, je donne juste un exemple, organisé cette année avec le Centre international de percussion, qui était un EPA du ministère de la Culture, une formation à l'adresse qui a bénéficié à 50 jeunes. C'était des jeunes élèves, des jeunes lycéens, des jeunes collégiens. Ils ont été formés à l'utilisation des instruments de musique traditionnels de notre pays. Des instruments de musique dont certains sont en voie de disparition. Okay. Et donc, à l'issue donc de cette compétition, nous avons été les accompagner, décerner des satisfecits, mais aussi promis, puisque le rythme qu'ils ont créé en mettant symbiose, de façon extraordinaire, tous ces instruments de musique, nous avons pensé qu'il était important de les financer pour qu'ils puissent au moins produire quelque chose dans un studio. Et donc, cela passe par la formation, par la connaissance d'abord de ces instruments, par la formation, mais aussi par la valorisation pour casser complètement le complexe que le Guinéen peut avoir vis-à-vis donc d'une culture qui vient du Nigeria, que nous consommons de plus en plus. Mais nous faisons cela pour qu'on puisse être fiers de nos balafons, qu'on puisse être fiers de nos koras, qu'on puisse être fiers également de nos traditions. La délocalisation cette année du Festival national des arts et de la culture à Koundara porte cette ambition-là, en fait. Parce que nous avons un festival qui a son ancrage dans le respect de nos traditions, dans le respect de nos cultures. Qui se délocalise pour la première fois? Pour la première fois. Créé dans les années 80, c'est pour la première fois, grâce à l'accompagnement du chef de l'État, que nous avons pu le délocaliser à Koundara. Parce qu'au-delà de la promotion de nos instruments, de la fin du complexe vis-à-vis de cette culture, nous avons voulu, à travers cette délocalisation, permettre de créer une sorte de raffermissement des liens entre les différentes communautés qui composent la Guinée. Vous avez la culture, les traditions de Zérékouré qui étaient présentes, celle de la Basse-Côte qui était présente, celle de la Moyenne Guinée qui était présente. Toutes les identités culturelles de la Guinée se sont retrouvées au niveau de Koundara. Koundara, pour la première fois donc, a pu tutoyer c'est quoi la culture de la Haute-Guinée, de la Moyenne Guinée, de la Basse-Côte. Derrière cela, il n'y avait pas de gaspillage d'argent. Il y a un brassage qui crée une sorte de lien d'appartenance à un seul pays, à une seule nation. Ils se sont découverts, ils se sont connus, ils se sont aimés durant 7 jours au niveau de Koundara. Dans les mêmes conditions. Les réformes au niveau de votre ministère ont également touché le secteur de la photographie. On a vu que vous avez même dédié un moment le Grand Prix de la photographie. Dites-nous, comment vous comptez aujourd'hui réorganiser ces photographes qui sont, Dieu seul sait, talentueux et qui sont nombreux aujourd'hui sur le territoire national? L'Office national du cinéma et de la vidéo et de la photographie, l'ONACIG, a initié Wofamato. Wofamato, qui signifie venez voir. Venez voir la Guinée, venez voir nos richesses culturelles, venez voir la diversité culturelle et artistique de la Guinée. Et donc, c'était une belle initiative que nous avons structurée, accompagnée, et les photographes étaient au cœur de cela parce que ils ont été les témoins de l'évolution de notre pays. Ils ont été les témoins, à travers leurs appareils, des instants assez historiques, mais symboliques de notre pays. Et sans eux, et les appareils qu'ils avaient, ça a évolué, mais sans eux, nous aurions perdu un pan de notre mémoire visuelle. Et donc, aujourd'hui, malgré tout ce que le numérique apporte, ce serait assez ridicule de dire qu'on n'a plus besoin des photographes, même si nous avons des appareils, des Android et autres assez performants qui ont des capacités élevées pour prendre des photos, mais les photographes ont leur part à jouer dans l'édification de notre société. Donc, nous avons voulu leur dire que l'État pense à eux, l'État est conscient de leur importance. Ils sont nombreux, ils sont un peu partout, et que désormais, nous allons faire de telle sorte que chaque année, qu'ils puissent continuer à sillonner la République de Guinée entière, dans les 4 régions naturelles, prendre des clichés importants pour pouvoir donc enrichir notre mémoire visuelle. Et donc c'est ce travail qui a été fait, et le premier prix cette année, nous avons créé un prix dédié donc au président de la République, et c'était vraiment une belle organisation. Ils se sont sentis pour la première fois valorisés.
Okay. Voilà. Un mot maintenant sur la rénovation, du projet de rénovation et d'extension du musée national, parce que bientôt nous allons commencer la phase, la parole aux auditeurs, aux téléspectateurs. Oui, le musée national de Guinée, c'est vrai qu'un musée de façon classique, c'est un lieu de conservation, de protection, d'exposition des œuvres culturelles qui ont une portée historique, qui ont une portée scientifique et ainsi de suite. Mais un musée, c'est bien au-delà, à mon avis. C'est le réceptacle de nos identités culturelles. C'est la Guinée plurielle qui se trouve dans ce musée-là. Okay. Et donc, les objets qui sont là-bas, les œuvres qui sont là-bas, ne sont pas inanimés. En fait, c'est vivant. C'est vivant, pourquoi? Parce que ça a rythmé la vie de plusieurs communautés. C'est vivant parce que ce sont nos liens qui sont là-bas. C'est vivant parce qu'à travers ça, nous transmettons à la génération future ce qu'a été la Guinée d'aujourd'hui. Donc, il y a un trait d'union entre le passé, le présent et le futur. Monsieur le ministre, oui. Justement, dans l'imaginaire collectif, la culture ne se limite qu'à chanter et danser. À date, qu'est-ce que vous envisagez pour changer cette mentalité afin de susciter un intérêt collectif à tous les niveaux? Chanter et danser non plus, c'est pas mal. Hein. C'est quelque chose d'important. La chanson, la musique, la danse, tout ça fait partie, ça va au-delà. Ouais. Il y a une économie qui s'attache à ça. Bien. Ce qu'il faut enlever dans la conscience collective, c'est d'imaginer que la culture, c'est que du social. On prend de l'argent public, on distribue. Ouais. Non, il n'en est absolument rien. Bien. Je donne juste l'exemple du festival à Kondara. Vous avez pas moins de 200 jeunes qui ont eu un emploi, de façon directe ou indirecte pendant 7 jours. Vous avez l'économie locale de Kondara, qui a été avec les achats, avec les biens et services qui ont été faits. Vous avez au-delà les producteurs, les régisseurs, les ingénieurs de son qui étaient là-bas. Chacun a eu quelque chose par son métier. La culture, c'est vraiment le carrefour. Et donc, nous n'oublions pas, les sous-secteurs sont nombreux. Cette année, par exemple, le Fonds de développement des arts et de la culture a accompagné presque, je dirais, la quasi-totalité des sous-secteurs de la culture. Les peintres ont été accompagnés. Les bandes dessinées ont été accompagnées. Vous avez également les boulangers qui ont été accompagnés, des pâtissiers ont été accompagnés à des concours à l'international. La mode a été accompagnée avec des participations qui nous ont ramené des trophées. La littérature a été accompagnée avec des prix qui ont été raflés un peu partout au Sénégal notamment. Et nous avons pu, grâce à la volonté politique du président de la République, avec le commissaire général des 72 heures du livre, faire de la Guinée aujourd'hui un pays assez bien positionné dans le secteur du livre. Quand vous parlez du livre, sur le continent, mais bien au-delà, la Guinée est citée en exemple. Pourquoi? Parce que nous avons été consacrés, Conakry a été sacrée ville créative de l'UNESCO en littérature. Ce n'est absolument pas rien. Nous étions en compétition avec de grandes villes occidentales, mais grâce donc aux efforts qui ont été fournis à l'accompagnement, parce que nous avons mis en place le grand prix littéraire du président de la République, nous avons accompagné les différentes organisations portant sur la promotion du livre, de l'industrie du livre, également dans notre pays. Donc tout cela, avec les efforts fournis, nous ont permis de faire de Conakry la ville créative de l'UNESCO en matière de littérature. Air du bilan qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Moussa Moïse Silla. Monsieur le ministre, on va entamer maintenant la troisième et dernière phase de cette émission, la rubrique à la loupe, parole aux citoyens. On va prendre un premier citoyen qui a bien voulu vous poser une question. Abou Kamara, citoyen de Koya. Pourquoi, malgré leurs contributions à l'image et à l'identité du pays, la majorité des artistes guinéens vivent encore dans la précarité, sans protection sociale ni revenus stables, Monsieur le ministre? Je remercie notre frère Abou Kamara de Koya pour cette question. Il y a quand même une protection sociale. Ça, on en a parlé. C'est une première dans notre pays et c'est un exemple que la Guinée est prise pour exemple au niveau du continent. Parce que au moins sur ce plan-là, nous sommes devant nos voisins de la sous-région. Donc, il y a une protection sociale qui évolue. Parce que le fichier, au fur et à mesure qu'il est mis à jour, le nombre va de façon croissante. Le premier protecteur d'un artiste, c'est lui-même. Avant l'État, c'est lui-même. Donc, il faut avoir un plan de carrière. Parce que la célébrité et le succès, ce sont des choses qui oscillent. Qui s'inscrivent dans le temps. Exactement. Donc, au moment où vous êtes dans une certaine gloire au niveau de votre carrière, c'est le moment pour vous, quand même,
d'avoir une certaine planification. Et c'est pas l'État qui le fait à la place de l'artiste. Nous accompagnons, nous structurons, mais il appartient donc à l'artiste lui-même d'avoir donc l'ambition de pouvoir de préparer, comme on le dit, préparer son domaine. Voilà, dans nos jargons. Et donc, à ce niveau, il y a un travail qui est fait par le FODAC pour l'encadrement et un travail également qui est fait au niveau du Bureau guinéen des droits d'auteur. Ce qui importe aussi, c'est que le Bureau guinéen des droits d'auteur fasse de telle sorte que ce qui revient à l'auteur lui soit reversé. Voilà. Il y a une sensibilisation qui a débuté avec le BGDA pour que les artistes comprennent c'est quoi le droit. Qu'est-ce qu'ils doivent exiger du Bureau guinéen des droits d'auteur. Malgré les 11 droits, un artiste n'a pas la possibilité d'avoir de l'argent pour les 11 droits. Mais il y a des droits auxquels il est éligible en fonction de l'utilisation de son œuvre. Abou Kamara qui a une deuxième question. Quel mécanisme transparent existe réellement pour financer les projets culturels et pourquoi beaucoup d'artistes disent n'avoir jamais bénéficié des fonds annoncés, Monsieur le ministre? Le Fonds de développement des arts et de la culture a un mécanisme de financement des projets culturels artistiques. Il y a un appel à projet qui est fait, qui donc impose aux différents entrepreneurs culturels d'envoyer des documents administratifs et juridiques, notamment le RCCM, un numéro de compte bancaire, et puis si c'est une ONG, une personne physique qui porte donc le projet, les agréments qui vont avec, et tout cela pour pouvoir constituer donc le dossier. Et donc, il y a également une sélection effectuée du côté du Bureau guinéen des droits d'auteur pour voir quels sont les projets qui portent une certaine ambition nationale, qui portent une certaine ambition en lien avec l'unité nationale. Donc, il y a un certain nombre de critères qui sont vus et donc qui permettent donc après de faire une sélection. Donc, c'est comme ça que les fonds sont donc apportés. Ce sont des montants qui ne sont pas donnés à la tête du client. Il faut qu'il soit rassuré à ce niveau-là. Mais il arrive que pour des raisons liées à la portée exceptionnelle d'un projet culturel, que nous ne passions pas par ce process dont je viens de parler, que nous accompagnons directement parce que à la demande, par exemple, du ministre de la Culture, que nous accompagnons quand on voit la portée nationale qui identitaire donc du projet, qui fait le branding national de notre pays, qui peut permettre d'attirer des investisseurs, qui permet la promotion de la culture, et puis qui peut aussi faire la promotion du tourisme. Nous accompagnons donc ce genre de projet, mais qu'il soit rassuré qu'il y a une période à laquelle le Fonds de développement lance ses appels à projets, et puis le tri est fait, la sélection en fonction donc des documents dont je vais le citer. Là, nous prenons un tout dernier citoyen, Lansana Kera de Dinguiraï. Bien, Lansana Kera de Dinguiraï. Pourquoi les maisons de la culture, salles de spectacle, espaces de création sont quasi inexistants ou dégradés dans plusieurs régions du pays, Monsieur le ministre? Oui, c'est un constat qui est réel en termes d'infrastructures culturelles. Il y a beaucoup d'efforts à fournir. Mais depuis le 5 septembre 2021, il faut reconnaître que il y a des éléments tangibles qui permettent donc de dire que nous sommes en train d'inverser cette donne-là. Vous avez des centres culturels qui sont prévus. C'est un programme porté par le ministère de la Culture, adossé au programme Simandou 2040, qui prévoit la construction de centres culturels et de bibliothèques dans les 8 régions administratives de la Guinée. Ce que je dis, c'est un projet certes, mais nous avons déjà reçu l'avance de démarrage. Donc vous verrez des centres culturels sortis de terre à Kindia, à Kankan, à Mamou, à Farana, à Zélékouré, à Labé, Boké, parce que il est important que nous puissions faire vivre les identités culturelles qui se trouvent dans toutes ces régions-là. Donc c'est exactement prévu. Et pour le Palais de la Culture, c'est un projet qui n'est pas dormant du tout. Pour adosser votre projet au niveau du programme Simandou 2040, il y a un certain nombre de critères. Il faut que ce soit un projet mature. Donc en termes d'études, tout doit être au complet. La CGP suit ça de près. Et quand c'est fait, vous devenez éligible donc au programme Simandou 2040. Et donc le Palais de la Culture fait partie des projets qui sont donc inscrits au programme, adossés donc au programme Simandou 2040. Il a pris un peu de temps parce que nous avons voulu le rendre un peu plus ambitieux. L'ancien projet que nous avions trouvé portait aux alentours de 2000 places. Celui que nous portons va au-delà, donc aux alentours de 5000 places modulables à l'intérieur de la salle et au minimum 20 000 places à l'extérieur. Le site qui avait été identifié, je crois, Symphonia, c'est toujours le même endroit? Le site reste le même. Et vous avez, au-delà du Palais de la Culture, vous avez le forum de la Nimba.
La Guinée aujourd'hui a promu la Nimba. Elle existe depuis longtemps, cette déesse de la fécondité et de la fertilité, qui est devenue l'emblème de notre communication institutionnelle. Et la Nimba va être en statue monumentale sur la crête de Koloma, 42 mètres de long, avec un forum en bas qui peut accueillir 3000 personnes. Vous avez également un restaurant à l'intérieur de 300 places. Vous avez des salons VIP et au niveau de la tête, vous avez également des places qui sont prévues, un peu à l'image de la statue de la Renaissance ou de la statue de la Liberté. Nous aurons ce monument-là, c'est un projet branding national porté par le président de la République et logé au ministère de la Culture. Exceptionnellement, Monsieur le ministre, nous allons prendre un quatrième et tout dernier citoyen. Mohamed Baldé de Conakry. Alors, pourquoi les médias publics diffusent-ils si peu de contenus culturels locaux et quelle collaboration existe entre le ministère et ce média pour valoriser nos talents, Monsieur le ministre? Je pense qu'il y a aussi cette question nous renvoie à la question de la production. On diffuse ce qui est produit. Alors, les œuvres, quand on parle des clips, je pense qu'ils sont à la portée de tout le monde et puis les médias publics, privés ou publics, diffusent à souhait donc ces clips-là. Mais quand il s'agit de contenu réel portant sur la richesse culturelle d'une communauté, portant donc sur nos sites historiques, et ainsi de suite, là, il faut avouer que nous manquons de production à ce niveau-là, en dépit des efforts qui sont fournis par notamment la radio-télévision guinéenne. Et nous avons il y a des conventions qui existent, et ce qui fait d'ailleurs que lorsque les médias publics utilisent et consomment les œuvres des artistes, l'État paye chaque année, en réponse donc à cette consommation-là, un droit qu'on appelle le grand droit, et donc qui porte sur la rétribution des œuvres des auteurs qui ont été passées donc dans les médias publics. Monsieur le ministre, on est vraiment pris par le temps. En 2 minutes, parlez-nous de quelques projets d'infrastructure que vous avez ou que vous comptez piloter les prochains mois au niveau de la culture, mais aussi de l'artisanat, parce qu'on est vraiment pris par le temps. L'ambition, elle est grande. Elle est portée par le chef de l'État, qui est lui-même notre premier ambassadeur de la culture. Vous le voyez avec le Conseil des ministres. Nous avons été les premiers, grâce à lui, à faire la promotion du textile local, en lien avec la diversité culturelle de notre pays. Vous avez également vu avec lui que pendant son règne, jamais l'artiste guinéen, jamais le secteur de la culture n'a autant bénéficié de fonds de soutien de la part d'un chef de l'État. Jamais. De telle sorte que on s'imagine d'ailleurs que c'est le président des artistes. Parce que il sait c'est quoi l'importance de ce secteur, il sait ce que ce secteur peut apporter à l'économie nationale. Et avec cet accompagnement-là, nous avons des ambitions qui sont déjà en train de se matérialiser. Je prendrai le cas du chantier de la Paillote. Ce lieu porte en lui une mémoire, en lien avec l'évolution de nos orchestres, avec l'évolution de la musique guinéenne. Et grâce à son appui, nous avons pu donc lancer donc ce projet et nous sommes passés, parce que le projet initial portait sur une salle de 600 places. À date, il a été revu. Nous sommes à 1200 places. Des places doublées. Vous verrez tout ça en images, en vidéo, pour vous dire combien de fois il sait que le secteur de la culture, c'est un levier stratégique. Vous avez le projet du lac Bassikolo. Bassikolo, c'est la promotion, la sauvegarde non seulement des rites, des traditions, le narratif en lien avec ce site historique autour du lac, mais c'est aussi une sorte de valorisation, de transmission à la nouvelle génération. Parce que on préserve le lac, on préserve le narratif autour de Bassikolo, de tout l'imaginaire qui va avec, mais on le modernise de telle sorte que cela puisse être un endroit viable. Et c'est un projet branding national, logé au ministère de la Culture, mais qui est porté par le ministère de la Culture et accompagné donc par la présidence de la République, donc parce que le branding a pour tutelle la présidence de la République. Vous avez également le palais de la Colima du côté de la baie. Le palais de la Colima a une mémoire historique musicale dans notre pays. De grands orchestres ont joué là-bas. L'orchestre Aragon, le président Sékou Touré a reçu ses pairs dans cet endroit emblématique. Nous avons, grâce à l'accompagnement du président, décidé donc de réhabiliter ce palais de la culture, ce palais de la Colima. Le réhabiliter signifie qu'on le garde en l'état. On fait de telle sorte qu'il puisse encore tenir longtemps, mais qu'on le garde en l'état pour préserver la mémoire qui va avec. Donc, vous verrez que il y a des modifications majeures n'ont pas été apportées, mais les travaux sont également en cours du côté du palais de la Colima. Au niveau de l'artisanat, vous avez quasiment dans les chefs-lieux
des villages artisanaux qui sont en construction et très avancés, du côté de Labé, du côté de Farana, également du côté de Kankan, et tout cela pour créer un véritable écosystème pour que nos artisans puissent avoir un endroit un peu plus commode où ils peuvent produire, où ils peuvent fabriquer, mais également où ils peuvent exposer. Donc ce travail est en cours. Ils ont également bénéficié de plusieurs formations en Chine, au Maroc, et aujourd'hui nous faisons de telle sorte qu'ils puissent être un peu partout où nous envoyons nos artistes. Nous les faisons accompagner par nos artisans. Quand on envoie les ballets africains du côté du Qatar à Doha, récemment, ils sont partis avec des représentants des artisans de notre pays qui ont raflé également des prix là-bas. Nous l'avons fait également du côté du Sénégal avec l'organisation de la première édition d'EcoFest, le festival de la CEDEAO. Nos artisans également étaient présents là-bas, donc on fait de telle sorte que cela puisse se faire. Donc vous verrez. Monsieur le ministre, on va prendre pratiquement votre dernier message avant qu'on ne rende l'antenne. Nous sommes vraiment pris par le temps. Mon message pour la conclusion, c'est de dire aux communs de mortels que penser que le secteur de la culture dans notre pays est un secteur relégué au dernier plan, c'est une donne qui n'est plus en vigueur. D'actualité. Ce n'est plus d'actualité, ça c'est fini. Ouais. Le secteur de la culture de l'artisanat, c'est l'alpha, l'oméga de tout développement d'un pays structuré. Nous avons un programme ambitieux, qui est la vision du président de la République, Simandou 2040, qui consacre la culture et l'éducation comme étant des priorités dans le pilier 2. Okay. Il y en a 5. Nous sommes dans le 2. Après l'agriculture, après les industries, vous avez donc la culture, vous avez l'éducation. C'est pour vous dire combien de fois il est important. Avec une telle ambition politique portée par le président de la République, puisqu'il s'agit de sa vision, eh bien, vous avez tout de suite des mesures tangibles qui sont prises sur le terrain. Je rappelle qu'on avait comme invité aujourd'hui le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Monsieur Moussa Moïse Silla. Monsieur le ministre, ça a été un privilège de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Le privilège est pour moi. Merci également qui m'a tenu compagnie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous nous retrouvons la prochaine fois avec un autre ministre. Au revoir.